Nous allons parler compréhension des sons des personnes âgées, sujet étrange au demeurant, avec Olivier Ménu, qui est le président et cofondateur de Ozo AI. Bonjour Olivier. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter, si vous le souhaitez, votre parcours, si vous le souhaitez, et ensuite présenter Ozo AI. Donc, Olivier Minute, j'ai 46 ans, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai travaillé en France, j'ai travaillé aux États-Unis et j'ai fondé OzoAI fin 2018 avec trois autres cofondateurs, dont Claude Bérou, qui est membre de l'Académie des sciences. D'accord. Alors, OzoAI, qu'est-ce que c'est? je, Peut-être pour vous décrire le point de départ de l'entreprise. Donc le point de départ est vraiment de se dire que quand vous êtes chez vous, quand vous êtes assis sur votre canapé, que vous fermez les yeux, que vous écoutez, vous réalisez que vous êtes capable de comprendre très finement ce qui se passe à votre domicile, ce qui se passe dans la cuisine, ce que font les enfants dans la chambre et quelque part, vous comprenez si vous devez ou pas intervenir. Donc cette d'informations extrêmement riche a été vraiment le point de départ de l'entreprise. Et très vite, on s'est orienté vers l'utilisation des capacités assez nouvelles de l'intelligence artificielle dans l'analyse des sons pour être capable de fournir de nouveaux services au bénéfice des personnes fragiles et de leurs aidants. Donc, OzoAI, aujourd'hui, le produit principal que l'on développe, c'est ce petit boîtier qui ne pèse que quelques dizaines de grammes, qui est collé dans les chambres des EHPAD avec les résidents présents. On a juste besoin de 5 minutes pour installer le boîtier. Ce boîtier se connecte au réseau Wi-Fi, analyse les sons, les envoie sur un serveur ou lorsqu'une information d'importance est détectée, on informe les soignants. Donc, le soignant a un petit smartphone dans la main qui reçoit des alertes de notre système. À travers cette interface, il peut réécouter les sons que l'on a trouvés suspicieux et décider lui-même d'intervenir dans les chambres. Alors, de quel son parle-t-on? On est capable de reconnaître, bien sûr, le son de chute, donc des personnes qui tombent au sol, des personnes qui appellent à l'aide, des personnes qui gémissent, des personnes qui ont des besoins d'assistance, peut-être plus dans le domaine du confort, venez m'aider, j'ai froid, des personnes qui râlent, des personnes qui vomissent, toute cette grande variété de bruits et de sons qui n'avaient pas de valeur auparavant ou n'étaient pas forcément utilisés, nous on les comprend pour être capable d'alerter le personnel soignant de sorte qu'il puisse intervenir. Ça, c'est le premier point. Bien sûr, améliorer la qualité de la prise en charge de la personne âgée en établissement, mais aussi, quelque part, mieux gérer son temps de soignant. Il sait s'il doit se déplacer vite, il sait s'il peut attendre. C'est une information qui est bien plus qualifiée que celle qui est fournie par des appels malades, qu'au final, peu de personnes sont capables d'utiliser à bon escient dans des EHPAD. Donc, c'est le premier volet, c'est tout ce qui est information d'urgence. Et on fournit un deuxième type d'information pour assister le personnel soignant, c'est la fourniture en temps réel d'informations de contexte. On leur explique ce qui se passe dans la chambre et le cas le plus classique, c'est le cas du sommeil. Donc, il y a un petit icône qui leur dit cette personne dans la chambre, là, elle est en train de dormir ou bien elle est éveillée. Alors ça a son intérêt puisque ça permet au personnel soignant de décider en connaissance d'entrer ou de ne pas entrer dans la chambre pour réaliser l'échange, pour d'autres types d'opérations, mais c'est elle qui décide de rentrer dans la chambre ou de ne pas y rentrer pour ne pas risquer de réveiller telle ou telle personne au sommeil plus ou moins léger. Donc ce type d'information de contexte, ça correspond à un deuxième volet que l'on fournit aux soignants. Donc ça, c'était pour vous donner une description de notre service. Après, je pense qu'on rentrera dans le détail par la suite, mais pour vous brosser OzoAI de manière plus large, aujourd'hui, on est basé à Brest, la boîte est originaire de Brest, à Grenoble et à Toulouse. On équipe
bientôt 500 chambres d'EHPAD et on a levé l'été dernier 4 millions d'euros auprès de trois fonds d'investissement. Alors, je vais le citer parce que ça a son importance. Innovacom, c'est un fonds d'investissement dans le domaine de la tech. On a Novinvest Partner, qui est un fonds d'investissement qui est, lui, spécialisé dans la santé. Et on a la région Bretagne, qui a investi en direct dans l'entreprise, du fait notamment de la vocation de l'entreprise, qui est d'assister les personnes. Donc aujourd'hui, aux OAI, c'est 25 personnes. D'accord. Est-ce que vous avez Chrome d'allumé, le logiciel Chrome d'allumé ou pas, en plus? Est-ce que ouais, j'ai Chrome d'allumé. Oui, fermez-le parce qu'en fait, ça saccade de temps en temps. Et quand ça fait sur mon ordinateur, c'est que Chrome, il prend la moitié de la RAM, plus Zoom, et ça arrive à 100% de la RAM, et donc ça saccade de temps en temps. C'est bon? J'ai fermé. Voilà. Moi, j'ai mis 8 mois à comprendre ce qui merdait. Et c'était Chrome qui prend une place, mais dingue. Il prend 4 mégas de RAM, ou 4 gigas, j'en sais rien, je sais plus où j'en suis, moi. Enfin, la moitié de la RAM. Voilà. Autre actualité. Attendez, on va déjà 5 minutes. Pardon. Autre actualité assez importante dans l'univers de la Silver Economy, c'est que vous avez gagné, j'aurais dû le dire dès le début d'ailleurs, vous avez gagné le premier prix de la bourse Charles Foy. Peut-être expliquer ce que c'est que la bourse Charles Foy, je vous laisse quand même l'expliquer, et puis quel est l'intérêt de gagner la bourse Charles Foy? Alors, oui, effectivement, on est très fiers d'avoir gagné le premier prix de la bourse Charles Foy. Alors, la bourse Charles Foy, c'est décerné par la Silver Valley. Ça regroupe des partenaires de premier plan, bien sûr AG2R, la mondiale, mais aussi la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et puis tout un ensemble de partenaires dont que je ne vais pas citer par le menu. C'est un grand, je dirais un grand raout de la Silver Valley, de la Silver Economy, pardon, et on est donc très fiers d'avoir eu le premier prix. Que vous dire de plus? Ce premier prix, pour nous, est une très bonne opportunité de rentrer dans cet écosystème afin d'améliorer le développement de nos produits, bien évidemment, et également d'améliorer leur commercialisation, parce qu'on est rentré depuis plusieurs mois dans une phase de commercialisation. D'accord. Si on revient à votre produit et aux établissements, bon, on a compris, je trouve, les premiers intérêts. Peut-être que la première question que le dirigeant d'EHPAD pourrait se poser, c'est la question de fiabilité. En fait, il y a deux questions. C'est est-ce que ça augmente la charge de travail, c'est en fait des alertes qui n'auraient pas été détectées sur votre système, ou est-ce que ça diminue la charge de travail des officiers de vie? Et la fiabilité, est-ce que ça détecte tout correctement, ou est-ce que je risque de ne pas passer à côté d'un appel et qui n'aurait pas été détecté? Voilà. Donc, bien sûr, c'était la question qu'on se posait quand on a commencé il y a 2 ans ces expérimentations avec nos partenaires clés que sont la Croix-Rouge française, le CHRU de Brest et puis la mutualité française. C'était justement pour voir si notre système était fiable. Donc, après 2 ans de tests, 2 ans d'études terrain, on arrive à des performances qui sont très bonnes, que l'on juge très bonnes et que nos partenaires considèrent comme étant exceptionnelles également. Sur les chutes, on détecte plus de 85% des chutes, et les 15% qui nous manquent là, que l'on ne réussit pas à attraper, ce sont je ne sais pas si on peut les caractériser comme étant vraiment des chutes, ce sont des personnes qui se laissent glisser au sol, et une fois qu'elles sont au sol, elles n'appellent pas à l'aide. Donc, on est dans un cas de chute non sonore, non suivie d'action pour appeler au secours. Donc, dans ces cas-là, les spécialistes nous disent ouais, c'est plus des gens qui s'assoient que des gens qui chutent. Bon, voilà ce qu'on ne réussit pas à trouver aujourd'hui. Mais sinon, le système est extrêmement fiable et fournit un service qui est très précis. Pour répondre plus précisément à votre question sur le nombre de fausses alarmes qui sont détectées et qui pourraient entraîner, s'il était trop grand, une surcharge du personnel soignant, là aujourd'hui c'est très très faible. On a peut-être 30% d'alertes qui ne justifient pas le déplacement d'une aide-soignante,
Et dans ces 30%, on est dans des appels de confort où on n'est pas sûr que, du moins le soignant décide que ce n'est pas la peine forcément de se déplacer tout de suite ou il y va plus tard. Donc voilà, pour vous brosser un petit peu le topo. Et une des clés de notre système est de permettre au soignant de réaliser lui-même la levée de doute, à savoir qu'il a la possibilité donc, de réentendre lui-même le son qu'on a jugé comme étant suspect. Donc il le réécoute et c'est lui qui décide, j'y vais pas, j'y vais plus tard, j'y vais tout à l'heure, j'y vais quand j'aurai le temps. Donc c'est vraiment lui qui gère cette décision-là. Autre question qui m'est venue, est-ce que c'est pas intrusif? Donc les avantages en termes de... Dans les avantages, ce sera une quatrième question. Est-ce que ça peut être pas jugé comme intrusif? Les caméras sont jugées intrusives. Est-ce que enregistrer les sons n'est pas jugé intrusif? Alors déjà, on ne les enregistre pas, on les analyse. C'est tout à fait la même chose. Et par ailleurs, on a un taux d'acceptation des personnes âgées, des résidents, qui est supérieur à 99% aujourd'hui. D'accord. Alors que dans le cas de caméras de vidéosurveillance, ce n'est pas du tout la même histoire. Notre compréhension pour expliquer cette très bonne performance est qu'aujourd'hui, personne n'a envie d'être filmé nu. Alors qu'à l'inverse, avoir un système qui analyse vos ronflements quand vous dormez, pour caricaturer, tout le monde s'en moque. Donc c'est un peu, pour être gros grain, l'analyse qui est la nôtre pour expliquer ce très très bon taux d'acceptation. D'accord. Du côté EHPAD, si je suis un dirigeant d'EHPAD, quel est l'intérêt en tant que dirigeant d'EHPAD d'utiliser votre système? Alors l'intérêt, il est double. Je dirais qu'on est capable, du moins le dirigeant d'EHPAD offre un nouveau service à ses résidents pour augmenter le niveau de sécurité qu'il leur est fourni et donc améliore la qualité de sa prestation. Notre service est extrêmement bien perçu des familles qui nous félicitent, qui nous soutiennent et c'est rigolo. Avec Harry, ils nous disent on dort mieux nous aussi à la maison. Ils sont plus tranquilles, donc ils sont bien plus satisfaits de la prise en charge qui est faite dans l'EHPAD. Donc ça devient pour le directeur de l'EHPAD un argument de vente pour améliorer quelque part son taux d'occupation. Ça devient un argument marketing pour le directeur de l'EHPAD à destination des familles. Donc ça, c'est le premier bénéfice. Ensuite, il y a un deuxième bénéfice qui concerne, je dirais, la sinistralité et le turnover de ces aides-soignants. Aujourd'hui, les patrons d'EHPAD sont soumis à des problématiques de recrutement terribles. Ils ont énormément de mal à trouver des aides-soignants pour concrètement être présents de la nuit et être capables d'assurer les services requis au sein de leur établissement. Notre système fournit une assistance aux aides-soignantes, réduit leur stress, réduit la charge mentale qu'elles subissent dans la journée, devient un vrai outil d'interaction avec les soignants et quelque part le directeur de l'EHPAD a les moyens d'aider ses soignants, de les fidéliser, de montrer à juste titre qu'il prend soin d'eux et qu'il travaille de façon efficace, éprouvée d'ailleurs, pour réduire leur stress et améliorer leur qualité de vie au travail. Donc on a vraiment deux axes. On a un axe qui est à destination donc, du directeur d'EHPAD, un axe qui est amélioration du taux d'occupation par la mise en place d'un système visible qui améliore la qualité de la prise en charge, et on a la mise en place d'un autre axe qui lui est plus orienté outil managérial pour mieux prendre en charge, améliorer la qualité de vie au travail des soignants afin à travers cette amélioration, on a un bénéfice de fidélisation et de réduction du turnover. On a passé beaucoup de temps sur le terrain, on a passé des nuits dans les EHPAD de façon extrêmement fréquente et on continue. Donc ça, c'est une expérience qui est assez dure, mais très, très enrichissante. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des directeurs d'EHPAD et des infirmières coordinatrices qui passent littéralement la moitié de leur temps à courir après des aides-soignantes remplaçantes, des remplaçantes de remplaçantes, pour s'assurer qu'il y aura une continuité de service, ou plutôt pour limiter les moments où le service se fera dans des conditions dégradées. Donc nous, on intervient vraiment sur cet aspect-là également.
L'apport pour ceux qui sont intéressés par l'intelligence artificielle, l'apport de l'intelligence artificielle dans votre système, il permet de faire quoi de plus que si votre système n'était pas à base d'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, tout le monde s'en gargarise. Au final, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau mode de fonctionnement où on est capable d'entraîner un système. C'est-à-dire qu'en fait, Auparavant, il fallait c'est-à-dire qu'en fait, vous tailler avez des déclenché, algorithmes. c'est-à-dire quand vous avez déclenché les bruits, un humain a reconnu quel bruit c'était, et évidemment, le logiciel, enfin, le système apprend des tests, j'imagine. Exactement. L'intelligence artificielle, c'est ni plus ni moins la capacité qu'ont des systèmes à apprendre de manière incrémentale si on les alimente en data. Et apprendre, donc ça veut dire que nous, on lui a appris, on lui a dit ça c'est un bruit de porte, ça c'est un bruit de tiroir, ça c'est un bruit de personne qui tombe, ça c'est un bruit. On lui a appris à reconnaître la grande richesse de l'environnement sonore d'un EHPAD. D'accord. Donc, d'où l'importance d'avoir été en expérimentation assez longue dans les EHPAD. Exactement. Tout à fait, pour bien lui dire ah ben non, tu t'es trompé, c'était pas une porte, c'était un tiroir, et puis là, c'est la chasse d'eau, et puis là, tu vois. Donc, il y a tout un apprentissage qui prend du temps, mais qui, lorsqu'il est bien fait et lorsqu'il est alimenté de suffisamment de données et qu'il est, je dirais, qu'il est bien mis en œuvre, devient redoutable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir les performances que je vous ai mentionnées tout à l'heure, qui sont très bonnes et qui continuent à s'améliorer. Parce que le plus notre système est déployé, le plus il apprend, le plus il devient performant. Et ça, c'est au bénéfice de tous. C'est une autre caractéristique du service que l'on propose, c'est au fil du temps, tous les jours, sans qu'il y ait d'intervention spécifique à faire à l'intérieur de l'EHPAD, la qualité du service va s'améliorer chez les uns et chez les autres. C'est vraiment le fonctionnement global qui sert à tout le monde. Donc, c'est extrêmement efficace. Comme les EHPAD reçoivent beaucoup d'innovations, ou ont reçu beaucoup d'innovations ces dernières années, de manière générale, comment est-ce que vous arrivez à les convaincre et comment est-ce qu'elles acceptent de vous recevoir et comment est-ce qu'elles reçoivent en fait une innovation, la vôtre, une de plus dans l'univers des EHPAD? Euh, bon, nos premiers passages sur le terrain ont été bien sûr accueillis par un certain scepticisme. Qu'est-ce que c'est encore que cette connerie qu'on essaye de nous fourguer? Bon, si je veux caricaturer, c'est un peu le type de retour que l'on a eu les premières fois. Par contre, la minute où elles avaient compris que notre système n'était pas un système d'espionnage, la minute où les aides-soignants avaient compris que notre système n'était pas un système d'espionnage, mais un système qui avait pour vocation à améliorer leur qualité de travail, et bien, elles commençaient à nous regarder différemment. Et la minute aussi où elles ont été appelées par Harry qui leur a dit eh oh, dans la chambre 12, il y a une chute, regarde. Et qu'elles sont allées elles-mêmes, mais qu'elles ont réalisé qu'effectivement, il y avait une personne qui gisait derrière la porte. Là, on a eu à des soignants convaincus qui sont devenus aujourd'hui nos meilleurs promoteurs. D'accord. Il faut les convaincre, ils ont été convaincus à l'usage. En fait. Après, depuis votre côté, les EHPAD qui sont les plus réceptifs à l'innovation, il y a des typologies d'EHPAD qui sont les plus réceptifs. C'est les plus récents, c'est les plus anciens, c'est les privés, c'est les publics? Là, je me garderai bien de commencer à coupler sur ces critères-là. Ce qu'on voit surtout, c'est une très très grande variété de profils de soignants quelque part. Il y en a qui n'ont pas le temps de s'intéresser à l'innovation parce qu'elles ont beaucoup trop de travail ou sont complètement dans d'autres problématiques. Et on voit d'autres qui réussissent plus de leur charge quotidienne qui est quand même lourde à s'intéresser à d'autres choses et à essayer de travailler un peu en amont. Donc ça, c'était une réponse un peu générale. Maintenant, dans le cas très particulier qui nous rassemble aujourd'hui avec le Covid, qui nous a quand même pourri la vie pendant une année et demie, on a vu des soignants qui, bien sûr, ont été extrêmement pris par cette tempête qui a été le Covid, mais qui maintenant sont en train d'en sortir en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la prise en charge des personnes âgées? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour améliorer notre travail? Donc, on a des gens on voit vraiment un espèce de sentiment
c'est le temps de mettre, c'est le moment de mettre en place de nouvelles technologies, de nouvelles innovations au bénéfice de tous. Il faut que ça change. C'est un petit peu le sentiment que l'on perçoit. Si on se projette dans 7 à 10 ans, dans votre axe, dans votre technologie, on sera capable de faire quoi et où? Dans quelles circonstances? Alors aujourd'hui, nous, on a commencé par les EHPAD parce qu'il y avait un vrai service à rendre là-bas avec une vision claire de comment le réaliser. Techniquement, les EHPAD, c'est plus simple que les domiciles parce que toutes les chambres d'un EHPAD sont identiques. Donc, si vous êtes capable de comprendre une chambre, vous comprenez toutes les chambres de l'EHPAD. Donc, pour les bons ingénieurs très pragmatiques que l'on est, c'était tout à fait naturel de commencer par les EHPAD. Maintenant, on voit bien que le service que l'on rend aujourd'hui peut être dupliqué dans les établissements handicap. Et d'ailleurs, on teste depuis, on a déployé depuis bientôt 8 mois dans un foyer d'accueil médicalisé de la Mutualité française à Ploutel dans le film de surveillance et ils en sont très contents. Donc on voit que le monde du handicap peut bénéficier du même type de technologie et du même type de service. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les établissements. Si on regarde un peu plus loin, le domicile apparaît comme une évolution complètement naturelle et qui est aussi qui est tout à fait dans notre roadmap et dans nos priorités. Mais on va y aller un peu plus tard. Donc, par rapport à votre question, dans 7 à 10 ans, voilà, 7 à 10 ans, c'est loin pour moi. J'ai un peu du mal à voir. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que d'ici 3 ans, on sera présent de manière extrêmement, je dirais, pertinente et extrêmement visible à domicile. D'accord, donc c'est-à-dire qu'en fait, dans quelques années, c'est l'amélioration de la détection des différents sons dans des endroits géographiques qui sont différents les uns des autres. Tout à fait. Avec la vision on part du plus simple et on va vers le plus compliqué. Le plus compliqué étant naturellement le domicile, puisqu'il n'y a pas de domiciles qui sont identiques. Il y a des petits, des grands. Il y a des sources sonores qui sont bien plus complexes. Donc c'est pour ça qu'on va aller vers le domicile un petit peu, je ne vais pas dire à marche forcée, mais on va y aller de façon déterminée, mais dans un deuxième temps. Est-ce que vous recherchez des partenaires pour votre développement, des commerciaux, financiers, et quel type de partenaires? La partie client, ça, bien sûr, on est dans une phase de commercialisation, donc on cherche des clients. Pour ce qui est de partenaires, on en cherche également pour s'ouvrir vers des domaines qui sont des domaines un peu plus compliqués, comme le domicile. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Le domicile, il faut s'intégrer dans des écosystèmes de télésurveillance, qui se déplace si jamais il y a un problème, qui est responsable de quoi. Donc, il y a toute une structure où c'est clair qu'on ne pourra pas y aller seul. Donc, dans ce cadre-là, on a besoin clairement de partenaires pour aller vite. Une conclusion à l'émission? Je vais commencer par vous dire merci pour la qualité de ces échanges et conclure en disant que le son a été une source d'information qui n'a pas vraiment été utilisée jusqu'à présent et fournit pour l'assistance des personnes fragiles et de leurs aidants de gros bénéfices et de très grandes potentialités que l'on est en train de mettre en musique. Super, merci Olivier Ménut. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur de la société Ozo AI, qui est spécialisée dans la compréhension des sons des personnes âgées en établissement notamment. Merci beaucoup. Merci à vous.